Pourquoi on parle de la French Connection? Il y a de l'héroïne de partout, mais il n'y en avait qu'une qui était vraiment bonne, celle de Marseille. Les morts, il y en a toujours eu. Moi, j'étais employé pour aller chercher la morphine base. C'est comme Midnight Express, t'es arrivé, tu t'en mettais dans les manches. C'est pas comme ça que ça se passe. Je suis rentré dans le banditisme, j'ai fait les braquages comme tout le monde. Des fois, on en faisait un le matin et un l'après-midi. S'il insiste trop, le mec, j'ai mis une balle dans la tontaise et basta, toi. Est-ce qu'il y a un code d'honneur de la voyoucratie? Tu réponds oui. Oui. La mafia, c'est pyramidal. Il y a un parrain, des capots régime, des lieutenants, c'est noyauté, c'est militaire la mafia. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Il faut Marseille. En ce moment, on parle beaucoup de narcotrafic, de violence, de guerre de clans, mais avant les Kalachnikov, avant les points de deal, il y a eu la grande matrice du crime organisé marseillais, la French Connection. Dans Il faut Marseille, on donne la parole à celles et ceux qui font cette ville, ses réussites, ses contradictions, ses dangers. Et aujourd'hui, c'est une figure rare, unique que l'on reçoit, Milou, Émile Diaz, que beaucoup considèrent comme le dernier témoin vivant de la French Connection. Né à la Belle de Mai pendant la guerre, orphelin très jeune, élevé par des oncles fichés au grand banditisme, il dit qu'il ne pouvait pas devenir autre chose qu'un voyou. Il entre dans le milieu tout jeune et n'en est jamais vraiment sorti. Il a fait une quarantaine de voyages, plus de 150 000 € par opération, 17 années derrière les barreaux, des rencontres avec Zampa, avec Francis le Belge, la brise de mer, des face-à-face avec le juge Michel. Bref, Milou est l'un des derniers à pouvoir raconter cette époque avec ses codes, ses règles, sa violence, son économie et à comparer ce monde-là avec celui du narcotrafic moderne, qu'il juge chaotique et peut-être plus dangereux encore. Milou, merci d'être là. Merci à vous. Donc, dernier représentant de la French Connection. Pour que tout le monde soit au clair et que tout le monde soit au même niveau d'information, comment tu définis la French Connection? Déjà, tu te revendiques, on peut le dire, dernier représentant de la French Connection, c'est vrai. C'est exact. Je suis de l'avis des Américains, des Canadiens et des Anglais, la BBC. Ils ont fouillé de partout. Ils en ont trouvé qu'un, c'est moi. Je suis le dernier. Bon. Alors, Voilà. la French Connection, comment est-ce qu'on la définit en deux mots? Qu'est-ce que c'est pour La French Connection, pourquoi on parle de la French Connection? Parce que il y a de l'héroïne de partout, dans le Triangle d'Or, en Afghanistan, ça. Mais il n'y en avait qu'une qui était vraiment, on appelait ça la muscade, la bonne, que les Sicilo-Américains, ils voulaient que celle-là. Celle de Marseille? Celle de Marseille. Pourquoi? Parce qu'on avait trouvé la solution avec des chimistes. Et les chimistes, il y en avait un seul, qui a été en camp de concentration à Buchenwald. Ah ouais? Oui. Je savais pas ça. Ah Ok. oui. Il a été en camp de concentration à Buchenwald parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le mec, il ne voulait pas aller travailler au travail obligatoire, là, le STO, on appelait ça. On le griffait, on l'amenait à un camp de concentration, mais on ne le mettait pas dans les fours crématoires, tu vois, on le faisait travailler. Et le mec, il travaillait il travaillait à l'infirmerie. Et il faut savoir que les Allemands, c'était les meilleurs chimistes à l'époque. C'était des bons chimistes, les Allemands. Et dans les livres, à l'infirmerie, il a trouvé la formule. Avec la formule, parce que la formule, ça ne suffit pas. Hein. Avec la formule, il a eu ce qu'on appelle le coup de main. Parce qu'il faut savoir qu'un chimiste de métier, il ne sait pas la faire. Hein. Il faut avoir le coup de main. Moi qui vous parle, je ne sais pas la faire. Voilà. Je connais la formule, je connais tout, les opérations, mais je suis trop nerveux, je ne sais pas la faire. Bon. Lui, il a trouvé la formule, et comme on est à Marseille, à la fin de la guerre, il a appris à tout le monde. C'est-à-dire qu'à Marseille, si tu veux garder un secret, il faut te mettre la tête dans le sable. Bon. Et donc, il a appris à tout le monde, il a appris à pas mal de gens, et on s'est retrouvé avec 60 ou 80 laboratoires, et là, on a sorti une marchandise de toute beauté. Elle faisait 2,32 au point de fusion, d'1 kilo, tu en faisais 14. Les Américains, ils se sont gavés avec nous. Les Sicilo-Américains, là, Donc c'est ça, la French Connection. Donc c'est ça. C'est cette période sortie de guerre, c'est quoi? C'est années 60 jusqu'aux années 80? Ça a commencé en Indochine, en 50, juste avant l'indépendance de la guerre, là, pendant la guerre d'Indochine, parce que le service secret français, il autorisait les Corses, parce que c'est principalement des Corses. Hein. Il faut savoir que la French Connection, il y a 80% de Corses. Hein. Après, il est venu quelques Français, mais sinon, c'est les Corses qui ont créé la French Connection, qui l'ont inventée.
Bon, et en Indochine, les Corses, comme ils sont tous cousins, il y avait le douanier, il y avait le flic, il y avait le mec du service secret. Ils étaient autorisés à vendre cette saloperie, là, cette drogue, cette héroïne, parce qu'ils voulaient faire, ils voulaient copier les Anglais, les Français. Quand ils ont fait la guerre de l'opium, là, ils ont dit, le Viet Cong, parce qu'on va les empoisonner. Ça n'a pas marché, je vous le dis de suite. Mais ils avaient de l'héroïne. Et quand l'indépendance a eu lieu, ils sont rentrés à Marseille. Et là, ils ont monté des labos. Et là, la French Connection, elle a fait... Donc c'est ça, c'est toute cette période après-guerre où on allait chercher, enfin vous allez, je ne sais pas qui, mais aller chercher la marchandise directement dans ces pays, la ramener à Marseille pour qu'elle soit traitée, et après on la renvoyait aux États-Unis pour la vendre. Moi qui vous parle, j'ai été un nombre incalculable, je ne sais pas, moi j'ai calculé 23 fois, mais je pense que j'ai été plus. En Turquie. En Turquie, qu'est-ce qu'on... C'était que Turquie, ça venait d'où, globalement? Ça venait principalement Surtout de Turquie. Ouais. Que de Turquie. Il faut savoir que la Turquie, c'est un pays... Il est producteur, mais pas tant que ça. Mais il centralise tout. En Turquie, on centralise tout. C'est-à-dire tout ce qui vient d'Iran. Il y en a beaucoup en Iran. Tout ce qui vient de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan. C'est centralisé en Turquie. Parce qu'en Turquie, il y a une mafia. Une vraie mafia. C'est des gens d'extrême droite, c'est des militaires. Hein. C'est des durs de chez durs. Hein. Ils centralisent cette morphine base. Et nous, les Marseillais, on allait chercher cette morphine base. Et avec 1 kilo de morphine base, on arrivait à faire, quand ça rentrait au labo, on arrivait à faire 1 kilo d'héroïne. Parce qu'il faut savoir qu'on gagne... Combien tu touchais 1 kilo de morphine base et combien tu vendais 1 kilo d'héroïne? On touchait le kilo de morphine base à 3 000 francs. On donnait 2 000 francs aux chimistes, ce qui faisait 5 000. Et on la revendait 14 000 $. C'est-à-dire le dollar était à 6 francs. Ça fait 7, on multipliait par 11 ou 12, voilà. Donc toi, ton job, c'était, dans tout ce circuit, tu faisais quoi concrètement? Moi, j'étais principalement employé pour aller chercher la morphine base. Et c'est pour ça que tu n'allais pas après jusqu'aux États-Unis? Non, si? Non, j'ai jamais été aux États-Unis. D'ailleurs, je suis interdit aux États-Unis. J'ai toujours été interdit aux États-Unis. Depuis ma naissance, je suis interdit aux États-Unis. Je ne peux pas mettre les pieds. J'ai même des amis... qui ont des amis honnêtes, qui n'ont jamais été condamnés, qui ont été aux États-Unis. Et par rapport à moi, on leur a dit, vous repartez. D'accord. Ils n'ont pas pu franchir la porte de Kennedy Airport. Là. Bon. Donc tu allais en Turquie et tu ramenais à Marseille. Tu avais quel âge? J'avais 25 ans. Tout jeune. Ouais, 25, 30 ans, voilà. J'ai ramené des quantités industrielles. J'ai dû ramener peut-être une vingtaine de tonnes. Même plus, peut-être. Je n'ai pas compté. Et alors, concrètement, comment ça se passe? C'est comme Midnight Express? T'es arrivé, tu t'en mettais dans les manches, c'est quoi? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est quoi, alors? Moi, j'ai jamais transporté 1 gramme de drogue. Ouais, okay. Une fois 7 kilos, parce que je les avais sur le ventre. Mais voilà comment ça se passe. Tu trouves ici un couple. Ici à Marseille? Ici à Marseille. Ouais. À Marseille, Toulon, Nice, Avignon, la région. Tu trouves un couple qui a besoin d'argent. Et j'avais un ami qui était médecin. C'était médecin, hein, le mec. D'ailleurs, il est tombé avec moi. Il a pris 16 ans de prison en Italie et moi, je les ai pris en France. Bon. Ce médecin, à la faculté, il trouvait des couples qui se formaient à la faculté, les étudiants, hein, et qui n'avaient pas le bac plus 8. Là, ils avaient passé leur thèse, hein, docteur, hein, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour s'installer, le cabinet. Ça coûtait 40 bâtons, 30 bâtons à l'époque pour s'installer. Ouais. Donc, on leur proposait de descendre en Turquie. On leur prenait une voiture, toujours une Citroën, parce qu'il y a la double caisse en bas. Il y a la double caisse. Ah, d'accord. Ouais. Toujours. Et ce couple, donc, qui descendait en Turquie, il allait dans un grand hôtel. Le Tarabia, le Wilton, le Sheraton, au bord du Bosphore, la place Taksim, toujours un grand hôtel. Il garait sa voiture. Moi et mon complice, c'était jamais le même. Même le complice, il y en avait 3 ou 4, mais c'était moi le responsable de tout. On prenait la voiture, on avait le double des clés. Eux, ils dormaient à l'hôtel, ils allaient au Grand Bazar, ils faisaient leurs achats, ils allaient même
Voilà, ils menaient la belle vie, quoi. Tourisme. Touristes. Ouais. Et donc, moi, j'allais dans l'arrière-pays, je chargeais, je fixais, on appelle ça fixer. Je mettais du Saint-Ofer, là, bien comme il faut, tout propre et tout, parce que j'amenais toujours un carrossier, je touchais pas, je sais pas moi faire. Bon, le mec, il faisait la voiture, même les chiens, ils ne peuvent pas sentir, voilà. Et on ramenait la voiture, on l'avait prise, et on disait banco, et eux rentraient en France. Voilà. Plutôt en Italie, parce qu'après en Italie, on est chez nous, et on leur dit, voilà votre argent, et partez. Mais moi, qui vous parle, je n'ai jamais donné la figure à ces gens. Ouais, d'accord. Parce que s'ils étaient arrêtés, ils auraient pu me balancer. Le docteur, lui, il a donné la figure. C'est lui qui... C'était le recruteur, quoi. C'était lui qui les baratinait pour faire ce voyage. Okay. Ça, c'était une façon d'amener la marchandise. Mais il n'y avait pas que celle-là. Par exemple, la Turquie, elle avait 2 bateaux blancs. Comme aujourd'hui les Costa Croisière. Là. Mais à l'époque, c'était pas aussi sophistiqué. Un, il s'appelait Lac de Nice, et l'autre, il s'appelait le Cara de Nice. Et les commandants du bateau, parce qu'il faut savoir qu'en Turquie, trafiquer, c'est bien vu. Bien vu. Bien vu, un sénateur, tu parles avec un sénateur, il te dit, moi je suis trafiquant, je sais bien et tout. C'est un honneur de trafiquer, quoi. Okay. Ils sont comme ça. Okay. Par contre, si tu es voleur, il ne te parle plus, le mec. Au contraire, il te dit, parle plus à moi, casse-toi, retourne en France. Ils sont bizarres, les Turcs. Quand tu les connaîtras un jour, tu verras, tu te dis, Milou me l'avait dit. Bon, et donc, ces commandants de bateau me ramenaient la marchandise à Naples. Ouais. Parce que c'était des bateaux qui te faisaient la Méditerranée, ils faisaient Patras en Grèce, ils faisaient Barcelone, Gênes, et ils faisaient Naples et Marseille. Mais Naples, c'est comme à la maison, Naples. Tu vois, à Naples, on peut débarquer un tank si on veut. Tu connaissais déjà du monde à Naples, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, ouais, oui. À moi, à Naples, je te dis, à Naples, je suis chez moi, voilà. S'il y a un policier qui s'intéresse à moi, enfin, on parle d'une époque faste, hein, une belle époque, une époque d'avant, hein, une époque camorriste. Hein. Voilà, s'il y a un policier qui s'intéresse à moi, je lui dis tourne la tête, et il tourne la tête, tu vois. Et s'il ne tourne pas la tête, on y arrache la tête. Voilà. C'est comme ça. Quoi. Comment, donc toi, tu as grandi à Marseille, tu as grandi à la Belle de Mai, on le disait en guise d'introduction. Comment, même si, donc toi, c'est ce que je disais en guise d'introduction aussi, tu avais un contexte familial apparemment qui te prêtait un peu, qui te permettait de rentrer dans la voyoucratie. Mais de fait, comment ça se fait? Ça se fait comme dans les films, on voit souvent les affranchis où tu montes les échelons petit à petit. C'est ça la réalité que tu as vécu? C'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai commencé à voler, j'avais 9 ans. Voilà, j'en ai 83. Je suis rentré dans le banditisme par rapport aux membres de ma famille qui, eux, j'avais 5 oncles. Moi, j'avais 5 pères, 5 oncles. J'ai jamais eu de mère. Parce qui, que eux, étaient dans le grand banditisme. Dans le grand banditisme. Ouais. Mais eux, c'était des braqueurs, des assassins. C'était pas des trafiquants. Parce qu'il faut faire le distinguo entre un trafiquant. Un trafiquant, c'est un calculateur, c'est un mec... Je parle d'une époque révolue, je ne parle pas d'aujourd'hui. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais à l'époque, un trafiquant, c'était un mec qui calculait comment il pouvait rentrer la marchandise, la faire fondre au labo. Il n'y avait pas de violence. Il y avait de la violence entre nous. Ouais, mais d'accord. Mais entre nous, parce qu'il y a eu des petits malins, quelques Napolitains qui sont venus, ils ont mis leur grain de sel et bon, il y a eu des problèmes. Mais entre nous. Entre nous, les morts, il y en a toujours eu. Mais c'était propre, c'était des cadavres esquisses, ce qu'ils appellent. Bon, moi je suis rentré dans le banditisme, j'ai commencé à voler dans les trains. Quand j'étais petit, je volais dans les trains. De quoi? Tu t'accroches à la barrière, tu récupères un colis? Pas moi, parce que j'étais trop petit, mais un de chez nous, mais on avait faim, on crevait de faim. Et donc, un de chez nous qui était un peu plus grand, le train il ralentissait. Il courait, il s'accrochait au wagon, il ouvrait et il envoyait les colis sur la voie ferrée. Là. Et bon, il y avait du cassoulet, des poêles à frire, on s'en foutait, on mangeait, voilà, c'est tout. Hein. Ouais. Et après, j'ai fait les braquages, comme tout le monde. Donc, ouais, pas que du trafic. Non, j'ai tout fait, moi. Je suis tombé pour tout. Okay. Dans les braquages, je ne suis pas tombé. Braquage, j'en ai fait, mais je ne suis pas tombé. Parce que c'était dur d'aller en prison pour les braquages. Il fallait vraiment le faire exprès. C'était tellement facile. À l'époque, il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien.
Des fois, on en faisait un le matin, un l'après-midi. Et après, il est arrivé cette French Connection. Et donc, c'était les mêmes personnes qui faisaient des braquages et qui faisaient aussi du trafic. C'était Oui, les mêmes. Ouais. Les gens, on a tous grandi dans cette... comme Ouais, ça, là. D'ailleurs, c'est ce que tu dis dans une de tes interviews. Tu dis que sur une classe de 35 élèves à la Belle de Mai, il y en a 30 qui finissent voyous. Voilà, le Belge, par exemple. Ils étaient le dans ta classe? Le Belge, Ouais. bon, on est amis d'enfance, on était Ah dans ouais, la même classe. ok. Ouais. Bon, lui, c'était pas un trafiquant. Après, il venait, il me disait, Milou, donne-moi de la marchandise, j'en ai besoin, j'ai un départ par la valise diplomatique aux États. J'ai dit, Franck, j'en ai pas. Ouais, pour faire monter le prix, tu vois. Ouais. Ok, donc bon, c'est pas vraiment comme ça, mais donc tu grandis dans un contexte où effectivement ça se fait beaucoup, et petit à petit tu disais c'est pas comme ça, il y a pas des échelons. Au départ tu commences, tu as un métier de petite main, j'imagine. Les échelons, ça n'existe pas. On le repère de suite, un mec, quelqu'un on appelle ça de la bonne graine, nous. Quelqu'un qui est valable, quelqu'un qui est bon, dans le bon. milieu. Même en matière de banditisme, de voyoucratie, il n'y a pas d'âge. L'âge importe peu. Tu peux avoir un jeune de 18 ans, tu le repères sur un travail, par exemple. Tu rentres dans une banque, tu sais que la police, elle est dehors et qu'elle t'attend. Tu le regardes, le mec, tu te dis, on part pour 15 ou 20 ans, là. Et si le mec, il tient la route, si le mec, il a pas peur... Donc c'est quoi les qualités? Les qualités, c'est toutes les qualités d'un voyou, de l'époque. Et c'est quoi, alors? Les qualités, c'est la maîtrise. C'est-à-dire La peur, on l'a Mais tous. c'est quoi maîtrise? Maîtrise de La soi, maîtrise, l'expertise La maîtrise, par exemple, moi j'ai vu des mecs, ils roulaient en Porsche, ils brillaient, ils étaient comme les Napolitains là, que tous les gens en ont plein la bouche. Ils étaient à une frontière, on leur demandait le passeport, ils étaient là, ils tremblaient, le mec. Ouais, donc maîtrise de soi. Moi, c'est ça, la maîtrise. Tu vois, et j'en ai vu d'autres qui disaient, laisse, j'ai le calibre sur moi. S'il insiste trop, le mec, j'ai mis une balle dans ton tête et basta, tu vois. Voilà. Et tu comprends, il y a ça, il y a aussi la façon de se comporter en tant que voyou. Par exemple, moi, j'ai connu des gens, ils ont fait des braquages, il y en a un qui est arrêté, donc il y en a 3 qui s'en sortent, hein. Ils étaient 4, hein. Et ils n'assistent pas la femme. C'est-à-dire que la femme, le reste, elle crève, elle va faire les ménages pendant que le mec est en prison avec eux, qui ne les a pas balancés, qui a été, disons, cité mood, et qui a été, tu vois, brave mec, quoi. Celui-là, pas besoin d'avoir 50 ans. Il a 19, 20, 21 ans, il est recruté dans le milieu, et il est, disons, respecté dans le milieu. Parce qu'on sait qui est qui. C'est-à-dire il y a une sélection naturelle dans le milieu. Voilà. Il y avait... Quand on t'écoute, c'est vraiment bluffant. On a l'impression d'un entre-soi. Ça, pour le coup, c'est ce qu'on voit dans les films, dans tous les films de Scorsese, dans Les Affranchis, dans Casino, etc. Il y a un entre-soi où les mecs vivent entre eux, entre voyous, et ils ne vivent qu'entre eux, avec la femme, la fille. C'est un petit monde qui vit qu'entre eux. C'était vraiment le cas? C'est comme ça que ça s'est passé? C'est comme ça, voilà. On vivait qu'entre nous parce que même les femmes, une femme qui a vécu dans le milieu où j'ai évolué pendant une 50aine d'années, moi, hein, même plus peut-être, elle ne peut pas parler à un citoyen normal. J'en ai rencontré qui ont essayé elles ont souffert avec les voyous, elles ont été à la porte des baumettes, les parloirs, la police, la perquisition, les gardes à vue. Elle a le langage des voyous, elle a la mentalité des voyaux, elle ne peut pas parler à quelqu'un qui n'est pas voyou parce que c'est son milieu. Parce que la réalité, elle est trop différente, la réalité du quotidien. Elle est trop différente. La réalité, elle est, comment dire, elle est ennuyeuse. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas quoi faire. Tandis que là, tu as l'adrénaline. Moi, C'est ça que tu aimais? Plus que l'argent, parce qu'il y a l'argent aussi. Moi, je calculais même pas l'argent. Oui, mais donc... L'argent, j'ai eu un jour... Parce que tu en avais plein, c'est pour ça que tu connais. J'avais des kilos, j'avais des sacs pleins de dollars. Ouais. Bon, et j'avais beaucoup d'argent. À un moment donné, j'avais beaucoup d'argent parce que je ne faisais pas que la drogue. J'ai tout fait.
J'ai fait les pièces de 10 francs, là. C'est quoi ça? Les fausses pièces. Ah oui, d'accord. Fausses pièces. Je suis tombé pour ça, d'ailleurs. J'avais 2 fabriques en Italie avec des Calabrés, là. Bon. Et ils employaient des Albanais. Et ils avaient les mains en sang, les mecs. Ils leur donnaient un bâton par mois et les mecs, ils travaillaient 18 heures par jour. C'est des esclavagistes, quoi. Les mains en sang parce que tu es obligé de prendre la pièce. Tu vois, il y a le nickel, là. Et à force, pièce par pièce, tu vois. Ah ouais. Et ça saignait, là. Et ils me ramenaient 230 millions de pièces. Et en même temps, je faisais la drogue. J'ai tout fait. Mais donc, plus que l'argent, c'était l'adrénaline, tu dis? Oui. Tu es dans l'entonnoir, là. Je t'explique. Tu as beau avoir 10 milliards, 15 milliards. Moi, j'avais 3 milliards d'anciens francs. Bon, je ne savais même pas quoi en faire, parce que tu ne peux pas le dépenser, ces sous. Parce que c'est pas comme... c'est que du cash. C'est que du cash, voilà. Et donc, on vient te proposer, parce qu'on sait que tu as l'argent, on sait que tu es capable, on sait que si tu tombes, tu ne balances pas. Donc, on vient te proposer les affaires. Et tu dis jamais non. Tu dis jamais non. Parce que si tu dis non, le mec, il te dit, maintenant que tu es riche, hein, tu te rappelles quand on se mouchait avec les journaux, qu'on était petits et tout. Et maintenant que tu es riche, tu dis non. Allez, Milou, c'est pas bien ce que tu lui fais là. Et tu te sens coupable, tu dis, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, vas-y, dis-moi. Eh ben, allez, je viens. Toi, tu es dans l'entonnoir. C'est bizarre ce que je raconte, mais c'est comme ça. Quoi. Tu as l'adrénaline parce que tu vas faire ton coup, mais tu as aussi le stress. La réalité, c'est que tu es tout le temps stressé, tu as tout le temps potentiellement les flics qui sont derrière toi. Ah oui, il y a ça là, aussi, là je dois te dire que moi, pendant 60 ans, hein, je peux dire ça comme ça, hein, jusqu'à l'âge de 75 ans, de 72 ans, voilà, allez, j'ai eu peur. J'ai toujours eu peur. J'ai peur. Et tous les mardis... Et je parle des flics, mais il n'y a pas que les flics d'ailleurs. Il y a aussi dans le milieu. Non, ça non. Bah, tu disais non, tout mais à l'heure... Ça non. J'ai jamais eu peur de ça. J'ai jamais eu peur parce que je prends toujours les devants. Je prends toujours... Non, ça va. Ça va. J'ai eu 3 problèmes dans ma vie. Et je suis là. Voilà, ça veut dire que je les ai résolus. Donc non, ça non. Ça, quand tu fais pas de saloperie, quand tu es là et que tu fais du bien, on n'ose pas te tuer, parce que si on te tue... C'est-à-dire, quand tu dis tu fais du bien, c'est que tu trahis pas, en fait. Non seulement tu trahis pas, pas trahir, ça fait partie du jeu, c'est la mentalité. C'est normal de ne pas trahir. Je parle faire du bien, mais vraiment du bien. Quand tu vois quelqu'un qui est à l'hôpital et qu'il faut l'arracher, le faire évader, il te faut de l'argent. Il te faut au moins 200 000 $, c'est-à-dire une centaine de bâtons anciens. Donc, où on va le chercher? On va le chercher chez Milou. Milou, il donne 200 000 $, et c'est à fond perdu, ça. Tu les jettes, les sous. Et le mec, parce qu'il faut le garder en cavale, il faut tout le dispositif, les armes, la voiture, tout. Tu fais pas ça comme ils font les imbéciles qui Amra, là, je sais pas quoi. Là. C'est pas comme ça que ça marchait. Hein. Tu dis, Milou, ça, pas trahir, ça fait partie des codes. C'est ça que je dis. Oui, ne pas trahir, c'est la règle. C'est la règle. Voilà. On a reçu, c'était une des premières interviews qu'on a faites ici, Jacques Dallest. Et on en a dit. Tu le connais ou pas? Non, je le connais pas, mais lui, il me connaît. Certainement, je pense. Ouais, lui, il me connaît. Ouais. Jacques Dallest, c'est le procureur. Ouais, l'ancien procureur. Ouais. On discutait de ça, parce que du coup, il connaît très bien le milieu du grand banditisme, et notamment à Marseille, où le milieu corso marseillais, il a beaucoup étudié, etc. Et il me disait, je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a un code d'honneur de la voyoucratie corso-marseillaise? Il m'a dit non, pas particulièrement, la voyoucratie, non. Quand on t'écoute, toi, tu la réponse, si je te pose la même question, est-ce qu'il y a un code d'honneur de la voyoucratie? Tu réponds oui. Oui. Moi, je réponds oui. Et pour reprendre l'analyse de Dallest, là, ce procureur, il faut savoir qu'on n'est pas dans la même période. Il est plus jeune, lui. Ce mec, il est arrivé dans les années 90. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il a la soixantaine, ce type-là. Moi, j'ai 83 ans. Entre lui et moi, il y a 23 ans
Ça a évolué. Et ça, c'est une autre interview que j'ai vue de toi et tu en parles un peu de ça. On a l'impression qu'en fait, au fil du temps, ce code d'honneur dont tu parles, les valeurs ont périclité petit à petit. Qu'au tout départ, vous étiez très exigeant envers les valeurs, la non-trahison, etc. Et que plus le temps a passé, plus vous avez accepté des choses que vous auriez jamais acceptées par le passé. C'est le cas ou pas? Non, c'est vrai que ça a périclité, mais alors à la vitesse grand V. Mais accepter les choses, on n'a jamais accepté les choses. C'est-à-dire qu'on s'est retiré pour justement ne pas accepter les choses. Aujourd'hui, moi, si on me propose 10 millions d'euros pour rentrer dans le milieu d'aujourd'hui, même si on me dit tu fais rien et tu nous donnes que des conseils et des adresses, chose que on m'a proposé, hein, pas les conseils mais les adresses. Je refuserais, même pour tout l'or du monde, je refuserais de rentrer dans ce nouveau milieu. Moi, c'est quoi le nouveau milieu? Le nouveau milieu, c'est... Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le trafic de drogue dans les cités, c'est ça que tu appelles le nouveau milieu? Parce qu'aujourd'hui, le milieu corso-marseillais, il existe encore à Marseille. Oui. Mais c'est pas le nouveau milieu. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les quartiers nord. Voilà, c'est pour ça qu'on s'entend. Quand tu dis nouveau milieu, tu parles des quartiers nord? Ouais, je parle des quartiers nord et de la banlieue de parisienne. D'accord. Des Minguettes à Lyon et à Toulouse. Je parle de ce milieu-là, de nouveau milieu où tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde... Ils se prennent tous pour Scarface, ils croient que... Je sais, ma dernière prison, il y en a un chef de réseau, il a sorti le t-shirt, c'était un été, il avait Scarface, la figure. Il m'a dit, tenez, monsieur, je vous le donne parce que vous êtes... J'ai dit, garde-toi ça, mon petit, allez, laisse-moi tranquille, je ne veux pas te parler, je ne parle pas avec ces gens, moi. Voilà. Le nouveau milieu, moi, j'entends les journalistes, là, ça m'a fait rigoler, hein, je vous le dis franchement, hein, on parle de mafia. Celui qui a connu la mafia, il est obligé de se mettre à rire. C'est n'importe quoi. C'est ce truc d'imbécile. Bon, c'est pas de la mafia. La mafia, c'est pyramidal. La mafia, il y a un parrain, des capos régime, des lieutenants, c'est noyauté, et tout. C'est gouverné, c'est militaire, la mafia. C'est comme l'armée. Donc il y a quand même, tu gravis les échelons, il y a quand même un organigramme de fait. Tu gravis pas les échelons, tu es ce que tu es. Ah, tu bouges pas. Tu bouges pas. D'accord. Tu es killer. Ouais. Tu es killer, tu es assassin. Eh bien, tu restes assassin toute ta vie. D'accord. Et tu touches les sous comme ça. Et puis tu veux pas remplacer l'autre parce que tu sais pas faire. Chacun sa spécialité. Moi, voilà. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, moi, j'assimilerais ça au Brésil, avec les favelas. C'est une famille, un réseau, un immeuble, une autre famille, et il y a des passerelles entre eux. Des fois, ils se tuent entre eux, mais des fois, ils partagent les sous. Tu as besoin de 300 kilos, bon, je vais voir un tel, parce que tout le monde est au courant de tout. Et puis, il y a des gens, beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont pas la mentalité, ils n'ont pas la propreté, ils n'ont pas l'honnêteté de... Enfin, l'honnêteté, ça c'est un mot qui m'écorche les oreilles. Mais enfin, ils n'ont pas la stature de dire avec lui je partage les sous, c'est bien. Non. Moi aujourd'hui, si je vais faire un cambriolage, si on me dit par exemple, je connais un coffre où il y a, 3 millions d'euros. Facile. Facile, il n'y a rien de plus facile. J'attends, je pointe l'affaire, je prends les horaires, le timing, là, et puis après, quand c'est le moment, je le fais, le coffre. Bon, aujourd'hui, je regarde, quand j'aurai ouvert la porte du coffre, je ne regarde pas à l'intérieur, je regarde le mec à côté. Parce que je sais qu'il va me mettre une balle dans la tête. Donc, nous, notre milieu à nous, quand on ouvrait un coffre, j'en ai fait quelques-uns quand j'étais jeune, le coffre. On était là, on était heureux, et on s'embrassait, on disait « Oh, ça y est, on a touché, c'est bon » et tout. Après, on allait faire la bringue ensemble, les familles. Moi, j'étais le parrain du petit de l'autre. C'était familial, c'était pas pareil. Aujourd'hui, c'est la parano, en plus. Mais
Néanmoins, donc, il y avait quand même, et on le disait tout à l'heure, tu avais des clans, tu avais des familles, mais parfois tu avais des guerres entre clans. Donc il y avait quand même des assassinats, il y avait quand même des règlements de compte. Oui, Que entre vous soyez très proches, ça ok, mais il n'en demeure pas moins que parfois ça castagnait entre les clans, entre les familles. bien sûr. Donc la réalité, elle était quand même assez violente aussi. La violence dans le milieu, ça a toujours existé. Voilà. Il y avait des gens qui sont rentrés dans la French Connection sur le tard, très tard. C'était des gens qui sortaient de prison, mais qui n'étaient pas vraiment du métier. Parce que il ne faut pas croire, c'est compliqué la drogue, c'est très compliqué. Surtout quand ça vient de Turquie, ça rentre au labo, c'est fondu. Après, il faut changer les dollars. Et puis, il y a cette expédition aux États-Unis, que là, c'est le plus compliqué. Le type qui trouve ça, eh ben, il est riche, il n'a pas besoin de rien d'autre. Hein. Il vaut mieux trouver ça que de faire acteur de cinéma. Hein, parce que, crois-moi, là, tu fais rien et tu touches. Tu as trouvé tu as trouvé le moyen d'amener cette marchandise aux États. Et donc, il y avait des mecs qui sont venus sur le tard. C'était des jaloux. C'était des jaloux parce qu'il faut savoir que nous, on montrait beaucoup notre argent. On n'était pas prudents. C'est ça, il faut le reconnaître. D'ailleurs, s'ils nous ont éradiqués, une bonne moitié. L'autre moitié a profité de son argent bien comme il faut, et tant mieux pour eux. Moi, j'ai jamais été jaloux. Mais il y avait des jaloux. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle, nous, des mises en belle par rapport à ces gens-là. Une mise en belle, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, on vient voir Milou, on lui dit, voilà, tu as de la marchandise ? Milou, il dit, ouais, j'ai 140 kilos, voilà. Alors, moi, j'ai l'argent, tiens, regarde. Si tu me donnes ta marchandise, je te paye. Rendez-vous à 6h30 du matin, un dimanche matin, à tel endroit. Et le mec, il te tue et il prend ta marchandise. Ça a existé. On appelle ça une mise en belle. Mais ça a existé par des gens qui sont venus sur le tard dans la French Connection. Et ce n'étaient pas des gens du métier. Ce n'étaient pas des gens avec qui on a grandi. C'était des braqueurs qui se sont reconvertis là-dedans. C'est ce que tu appelles, si j'ai bien compris. Donc du coup, c'est pas des voyous, c'est des crapules, c'est ça ? C'est des crapules, là. Voilà. Exactement. Et ça déclenche des guerres. Parce que, à quoi on reconnaît un parrain ? Un vrai parrain. Quand je dis parrain, hein, c'est un mot galvaudé. Hein. Un brave mec, allez. Un mec qui tient la route. Ouais. Un costaud. À quoi on le reconnaît ? On le reconnaît qu'à une chose. Si on le tue, il est vengé. Voilà, on le reconnaît qu'à ça. Tu vas tuer un mec, il n'est pas vengé. Tout le monde en avait plein la bouche, tout le monde disait c'est un nom ronflant, c'est monsieur de ci, monsieur de là. Comme j'ai entendu là, les journalistes, ils m'ont bombardé des mecs que moi je connais intimement, que j'ai partagé le pain et le sel avec eux, donc je sais de quoi ils sont capables, je sais ce qu'ils ont à l'intérieur, quoi. Donc ça va, quoi. Bon, ils se sont fait tuer, ils n'ont pas été vengés. Et puis j'en ai connu d'autres que personne ne parle. On ne les connaît pas, les journalistes ils ne les connaissent pas. Et crois-moi, ils ont été vengés. Il y a eu 30 morts derrière. Ah ouais ? Ouais, voilà. Il n'y a que nous qu'on sait. Oui, forcément. Qui est qui. Et donc, ce milieu-là, il existe encore aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du trafic de drogue dans les cités, de tout ce que tu évoquais tout à l'heure. Mais le milieu que tu as connu, toi, est-ce qu'aujourd'hui, il perdure ou est-ce que c'est fini, c'est derrière ? Non, il s'est jamais fini. Il s'est restreint. Il y a une synthèse qui s'est faite. Au lieu que ce soit un milieu où nous étions à Marseille, nous étions peut-être, allez, on va dire 20 000. Et 20 000. Ah, c'est beaucoup. Je pense que c'est beaucoup moins. Ah, oui, Parce que tu dis qu'on se connaissait tous, on était tous oui, bras dessus, bras dessous. À 20 000. Non, mais tu connais tout le monde. Moi, je connaissais tout le monde. Mais même 20 000. Oui, on se connaissait tous. Tu peux pas marcher dans la rue, que ce soit le Vieux-Port, le Panier, la Belle de Mai, Andoum. Globalement, c'était à la Belle de Mai ? Non, le quartier le plus représentatif, c'est le Vieux-Port. Le Vieux-Port. Ouais, le Vieux-Port. C'est le Vieux-Port côté mairie. Ok. Tu avais tous les bars de trafiquants, tu avais le gondolier, le canotier, tu avais chez Papa, tu avais des équipes. Puis il y avait Andoum, les Catalans. Okay. Les Catalans. La mort du juge Michel, ça vient des Catalans.
Voilà. Et donc, tu disais, ça perdure encore aujourd'hui. Ça Oui, continue. mais très peu, il y a très peu de monde. Mais c'est quoi alors? C'est que là aussi, ça a périclité, ils ont moins de pouvoir, ils sont Non, moins nombreux. c'est pas qu'ils ont moins de pouvoir, c'est que, voilà, il y a ceux qui ont pris leur retraite, les vieux, et qui savent qu'ils n'ont plus, ils ont plus envie de faire n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, le milieu, c'est n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur retraite. J'en fais partie, donc je le sais. Et il y a ceux qui sont assez riches, qui ont investi dans les affaires saines. Crois-moi, quand je dis assez riches, ils ont de quoi vivre pendant une trentaine de générations, tu vois. Je te jure qu'ils sont bien riches. Alors, quand tu es bien riche, tu ne vas pas aller voir un type et dire « Oh, tu n'as pas 100 kilos de coke, tu n'as pas une tonne de shit. » Non, ça va, quoi. C'est bon, hein, tu montes une affaire et puis ça va. Et puis, ils ont des immeubles entiers, ils touchent des loyers. Si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, pas évident quand même, parce que du coup, tu te retrouves avec du cash, déjà que du cash, et en plus, de ce que je comprends, c'était que des dollars. Donc tu te retrouves aujourd'hui avec des valises de dollars à Marseille. C'est ça, c'était des dollars. Hein. Mais ouais, des dollars. Voilà, mais à l'époque, c'était pas tant surveillé qu'aujourd'hui. Hein. Ah ouais, tu achetais une voiture, moi je changeais tous les 6 mois. Comme ça en dollars En dollars, ouais. Non, une Porsche, ça valait 8,5 millions. Okay. D'anciens francs. Tu arrivais chez la Caillole, au cours Lyoto, tu donnais 8,5 millions au mec. Moi, une fois, j'ai retiré de la banque 30 millions, il me les fallait pour faire sortir un mec de prison, payer une caution. J'ai été à la banque, j'ai dit, donne-moi mes sous. 30 millions, il m'a donné 30 millions de l'époque. Le lingot, il était à 5 000 francs. Hein. Crois-moi, ça représente 500 ou 600 000 euros d'aujourd'hui. Hein. Il te le donne, le mec. À l'époque, c'était facile, crois-moi. Il faut savoir qu'à Marseille, c'est une ville spéciale à Marseille. Et là, vous êtes jeune, vous ne pouvez pas... Vous avez grandi avec le glaive sur la tête. Mais nous, on était libres. Par exemple, il y avait tout le monde, pas tout le monde, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient complices. Des travailleurs, des citoyens lambda, des ouvriers, des chauffeurs de taxi, des coiffeurs. Tout le monde était complice. Ils nous aimaient. On était leur modèle. Quand ils voyaient un mec comme moi ou un mec comme d'autres. C'était de notoriété publique que tu étais du milieu alors. Ah oui. Tout le monde le savait. Ah oui. Tu ne peux pas cacher. Bah, si tu es plein de dollars, plein de machins. Tu montes au casino, tu laisses 1 million de pourboire. Le mec, il se dit, mais moi je... Mais comment tu expliques, toi, si tu avais les flics potentiellement derrière toi au cul toute la journée, comment tu expliques que tu t'en foutais complètement, que tu lâchais partout, tu faisais pas en sorte d'être discret, toi? Non. J'étais malade mental. J'étais malade mental. Okay. J'étais fada. Ok. Voilà, moi, je me disais toujours, pas vu, pas pris. Voilà. Moi, les flics, ils étaient en bas de chez moi. Je descendais, je traversais mon jardin, là. Ils me surveillaient. Ils dormaient toute la nuit et tout. Hein. Les stupes. Hein. J'allais le voir, j'ai dit, vous avez passé une bonne nuit, ça va et tout. Il dit, combien vous gagnez par mois, monsieur? Vous gagnez 1 million d'anciens francs par mois, tout ça et tout. Je vous plains, hein, vous êtes malheureux, tout ça et tout, pas cher, tout ça et tout. Les flics qui venaient dans mon bar, j'avais 3 bars, hein, mais je fréquentais un parce qu'il y avait les parties clandestines. Bon, ils venaient, ils se déguisaient en peintres, tout ça, avec des femmes, des couples, tu vois. Mais on les retapissait de suite, ils étaient mordus à l'instant, là. Tu vois, parce qu'on se connaît tous. Donc, il te vient un couple, nous, on arrive de Paris, on cherche un appartement, ouais, vas-y. Serre-les, ces messieurs-dames, là, aux garçons. Qu'est-ce que vous buvez? Un Vichy Menthe? Ben moi, tu me donneras une coupe de champagne, du Cristal Roderer. Vous voulez pas boire du Cristal, vous? Votre chef, il vous donne pas assez comme pour les frais, parce qu'ils ont des frais, tu sais, 300 francs par mois pour boire un coup, quoi. Vous êtes malheureux, pas cher. On est amusés, quoi. Pareil, dans tout ce qu'on voit dans les films, dans les on-dit, on voit des infiltrations, des policiers qui infiltrent le milieu. Ça existe. Tu l'as connu? Oui, tu l'as connu. Oui. Des policiers et des voyous. Qui infiltrent les flics, dans l'autre sens? Qui infiltrent le milieu. Nous, on surveillait beaucoup plus les voyous. Les flics, on les voyait de suite. Les flics, tu peux pas infiltrer. Tu as un langage, tu as un truc. 1 heure après, on lui disait, mais tu vois pas que tu perds ton temps, là. Allez, casse-toi, voilà, c'est bon. Mais les voyous, c'est dur. Parce que tu avais des voyous. Tu avais des mecs, ils négociaient leur liberté.
il y avait un petit voleur, par exemple, qui était un voleur, qui risquait 5 ans de prison. On le prenait, on le mettait en garde à vue, enfin, les flics. Et ils y mettaient le marché en main. Et ils y disaient, tu vas dans ce milieu, tu connais, là, tu vas voir un tel, et tu nous donnes les renseignements. Et ils peuvent te faire tomber 60 personnes, ce mec, ou 40 personnes. Et ça, c'était dangereux. Mais on avait l'éducation, on était parano. Nous, la parano, c'est un système de protection, c'est pas de la maladie. Hein. Nous, on est parano pour la bonne cause. Hein. Donc, le mec qui rentre en garde à vue et qui sort, et qu'il a un délit où il risque 3-4 ans, on se dit, c'est pas normal. Parce qu'il n'a pas assez pris. Et donc, du coup, C'est qu'il a qu'il craché, doit il a être balancé. condamné, il est sorti de la garde à vue. Donc, il a balancé, et donc il est douteux. Donc on se dit, on n'est pas sûr. Parce que le mec, il sort là, comme Scapula, par exemple. Voilà. Et moi, je l'ai de suite vu qu'il est infiltré, lui. Je leur ai dit, d'ailleurs, à tous. Je leur ai dit, ce mec, c'est pas normal. Moi, j'en ai découvert beaucoup comme ça. Beaucoup. Peut-être 15 ou 20. Voilà, au cours des années, c'est un métier, hein. Attention, il faut comprendre comment ça se passe. Tu as fait combien de temps, toi, en tout 17 ans et quelques, en plusieurs fois, en 5 fois. Sur l'affaire du juge Michel, là, j'ai fait... j'ai fait 7 ans et demi. D'accord. Juge Michel, il était haï, j'imagine, du milieu. Ah oui. Parce qu'il Moi, il je était savais particulièrement dur avec le milieu. comme tous les juges. Hein. Et peut-être lui encore plus véhément que d'autres, non? Non, il roulait un peu, il se prenait un peu pour un cow-boy, tu vois. Mais il n'était pas plus mauvais qu'un autre. Mais comme il était beau garçon et qu'il couchait avec toutes les avocates, là, parce c'était un pou de pachol, lui. Lui, alors, c'est carrément, il aimait les gonzesses, celui-là, tu vois. Ouais. Voilà. D'ailleurs, s'ils ont tourné le film, là, si sa femme l'a accepté, c'est parce que ça s'est dévoilé qu'il avait une vie dissolue. Voilà. Pourquoi les avocates le couchaient avec lui? Pour avoir des résultats. Par exemple, une petite avocate de rien du tout, elle défend un parrain. Parce qu'elle venait, il y avait plein d'avocates qui venaient. Monsieur, je peux vous défendre, tout ça et tout. Moi, je te file pas un franc, hein. Je t'avertis, hein. Tu me défends, mais nada. Hein. Je te paye pas. J'ai déjà 5 avocats. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Eh bien, elle va voir le juge Michel et si elle peut obtenir quelque chose, par exemple, le procureur demande 5 ans, si je tombe à 2 ou 3. Donc, tu es tombé 3 fois, toi, c'est ce que tu dis? 5 fois, je suis tombé. Et raconte, comment ça se passe concrètement? Tu es tranquille chez toi, tu as les flics qui débarquent et Toujours le mardi matin à 6h30. Toujours. Ah Une ouais? fois dans la rue. Une fois, ils m'ont sauté dessus dans la rue. J'ai vu une fois, il y avait à l'île du Levant, c'est ça? Aux îles du Levant, ouais. Ouais. Oh putain, aux îles du Levant. Donc, cul nu? Ouais, j'étais dans le hamac, tout nu. Ouais. J'avais une petite maison, c'est une bicoque, tu vois. Un pavillon, avec un petit jardin, là. Villa Les Lauriers. Franchement, c'était pas les villas du Cap-Nègre, je te le dis. Bon, et je suis dans le hamac. D'un coup, je me vois des mecs habillés, tu sais, avec les calibres. Je dis, oh putain, ils viennent me tuer. Dans ta tête, tu crois qu'on va venir te tuer. J'en suis là, tout nu, tu vois. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Le mec, il me dit, non, c'est rien, Milou, c'est la police. Ah, j'ai dit, c'est la police, alors je suis content. C'est la police, c'est bien, toi. Moi, je suis innocent. Hein. On sait que tu es innocent, tout ça et tout. Je pars, là. Après, ils m'ont mené sur l'Oiseau des Îles, là, les bateaux, là. J'étais au Lavandou. Et après, je me retrouve. Normalement, je ne suis pas arrêté. Normalement, je m'en sors. Parce qu'au Levant, il faut savoir qu'il n'y a pas les journaux. Il faut monter au village pour avoir le journal. Et moi, j'étais au bord de mer. Parce que je ne sais pas si vous connaissez, c'est une montagne. Le village est en haut de la montagne. Moi, j'étais en bas, au bord de mer. Le journal, je m'en foutais. Un journal, la Provence, le Provençal. Donc, je n'ai pas été chercher le journal. Mais depuis 48 heures, ils avaient arrêté une trentaine de mecs en Sicile, une trentaine de mecs en France, là, ici à Marseille et ailleurs. C'est la même affaire. L'un, c'est Falcone et l'autre, c'est Michel, les deux juges. Bon, mais moi, 48 heures, je ne sais pas acheter le journal. Et les flics, ils me disent, oh, comment, tu n'as pas acheté le journal? Ça fait 48 heures qu'on a tous tes complices, là, tous tes amis, même les Sicilos.
Je dis, mais je connais personne. J'ai dit, qu'est-ce Sicilo? J'ai jamais été en Sicile de ma vie. Il me dit, comment? Il y en a qui disent que tu as vécu avec eux. Et dans France ce soir, il y avait ma photo, c'était marqué l'ombre de la mafia en France. Moi, tu te rends compte? Vous, les journalistes, vous êtes costauds. Hein. Franchement, l'ombre de la mafia, regarde-moi. En plus, c'est une marque de fromage, la mafia. Ça n'existe pas. Hein. Pour lutter contre le grand banditisme, souvent, mais justement, après les arrestations, on accorde des remises de peine pour ceux qui lâchent, ceux qui balancent. Je sais pas comment tu dis dans le milieu, comment ça s'appelle. Ça, ceux qui balancent. Ouais. Je sais pas comment on dit. Bah, ce qui balance. Ce qui balance. C'est une bonne technique, tu penses, pour lutter contre le grand banditisme? C'est pas une bonne technique, c'est la seule. C'est la seule. Et ça fonctionne? Ça fonctionne, mais alors à plein tube. En Italie, regarde ce qu'ils ont fait. Mais il y a le revers de la médaille. Moi, je connais bien l'Italie, hein, aussi bien que Marseille. J'ai vécu en Italie, j'ai dormi avec eux, j'étais accueilli chez eux comme un membre de leur famille. J'ai vu des choses en Italie que, bon, ils ont fait cette loi des pentiti, ils appellent ça les pentiti, les repentis. Et le repenti, ils y donnaient... Donc c'est quoi? C'est qu'il a une protection policière? Mais le repenti, il prend 20 ans pour la loi anti-mafia. La loi anti-mafia, les Italiens, ils te massacrent. Tu n'as rien fait, il y a juste l'ombre d'une preuve, enfin la nausée, ça tombe sec, tu vois. Okay. Ils sont costauds, les Italiens, ne crois pas. Quand je suis passé au Sénat, je leur ai dit, j'ai dit, vous vous moquez des Italiens, vous, mais ils sont 10 fois plus costauds que vous. J'ai dit, aux sénateurs, hein, je m'en fous, moi, tu as vu comme je parle, avec eux, je ne les calcule même pas. Bon, ils y vont, ils y mettent le marché en main. Ils disent, voilà, tu as pris 20 ans, tu vas faire 13 ou 14, on va t'envoyer à l'Asinara, sur une île, et crois-moi, tu vas la faire dure, parce que nous, si on veut, ou alors à Poggioreale, à Naples, voilà, et si on veut, on te fait faire la prison très dure. Alors, tu nous donnes un truc, de 13, tu tombes à 8. Tu nous donnes 2 trucs, de 8, tu tombes à 5. Voilà. Le mec, il balance. Il balance. Il balance. Mais il s'est passé un truc, c'est que les types, il y en a eu des milliers qui ont balancé. Parce qu'après, on leur donne la protection et 3 millions de lire, l'équivalent de 4 000 € aujourd'hui, par mois. Ouais. Parce qu'il ne peut plus rien faire, le mec. Oui, ni le voyou, ni l'ouvrier, il ne peut plus rien faire. Bon, mais les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé n'importe quoi. Ils ont dit des mensonges. Ouais, alors, parce qu'il y en avait qui savaient un truc, alors on leur disait, tu as balancé ce truc, et ça là, eh ben ça je suis au courant, que des mensonges, tu vois. Et moi j'ai des amis italiens, ils sont tombés, ils me disent, mais je le connais même pas ce mec, il m'a balancé, je ne l'ai jamais vu. Mais ils y montraient la photo, ils disaient, lui là, Dantino, tu le connais, voilà. Ouais, d'accord. Voilà, ouais. Ça s'est retourné contre eux. Mais les flics italiens, la justice italienne, elle s'est contentée de ça. Elle a dit un balancement, comme les Américains. Les Américains, ils font que ça aussi. Ils se contentent des balancements, comment dire, même s'ils savent que le mec, c'est innocent. Ils se disent, s'il n'est pas coupable de ce qu'il a dit lui, il est coupable pour autre chose qu'on n'a pas pu prouver. Donc, 20 ans, quand même. 30 ans, 40 ans. Les Italiens, ils sont costauds, je te le dis. Tu parlais tout à l'heure de ton allocution au Sénat, là, devant les sénateurs, justement. Comment ça se fait que toi, tu puisses t'exprimer librement, que tu parles comme ça? Tu en parles, c'est un milieu qui est assez secret, qui est assez... C'est l'autre con, là, comment il s'appelle l'autre de la Gomorra, là. Il a cité mon nom, là. Qui ça, le... Saviano. Ouais. Voilà, celui qui a fait le film Gomorra, là. Ok. Et je sais pas, un jour, je reçois un coup de téléphone. Allô, oui, c'est le Sénat. Je dis, le Sénat, mais qu'est-ce que j'ai à voir, moi, avec le Sénat? Il me dit, écoutez, on désirerait vous entendre. Saviano, il a dit que vous savez beaucoup de choses, tout ça et tout. Je dis, mais je sais rien, moi, madame. Mais tu ne veux dire non, tu y es allé. Donc... Ouais, attends. Ah. Et j'ai dit, je viens pas. Ne comptez pas sur moi, hein. J'ai dit, je sais rien. Je suis à la retraite, tout. Alors, il me dit, mais vous êtes obligé de venir, sinon on appelle la force publique. J'ai dit, qu'est-ce que c'est la force publique? Il me dit, vous venez en tant que témoin, et la force publique. Alors j'ai dit, combien vous payez? Vous casquez combien? Il faut payer, là.
Alors, elle m'a dit non, on ne paye pas. On vous paye le voyage, aller-retour, en train, en deuxième classe, c'est-à-dire même pas, toi, le TGV, un repas à 25 €, et le taxi, gare de Lyon, le Sénat, 2 fois. Le soir et quand tu arrives et quand tu repars du Sénat. Je dis, bon, écoutez, si je suis obligé, je viens. Mais ne comptez pas sur moi pour vous faire des révélations fracassantes. Hein. Ouais. Moi, je ne sais rien hein, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Hein. J'arrive à la gare de Lyon. Après, je vais manger 28 €. 25 €, 28 €, c'est pareil. Je prends le taxi. Là, je les ai niqués. Là j'étais bien niqué. Là, toi. Le taxi. Et j'ai dit au mec, combien ça coûte pour aller au Sénat? Le mec me dit 15 €. J'ai dit, Marc, 80 €. Alors, le mec, il me dit, non, mais ça fait un peu beaucoup, tu vois. J'ai dit, Marc, tu me donneras le bon. Moi, je paye 80 €. Ils me les ont remboursés 2 fois. 82, 83. Et ils m'ont réclamé les 3 € de plus. 25, 28, ils m'ont réclamé les 3 €, c'est bordi. Toi, tu te rends compte hein. Alors, tu pensais bien que je ne les ai pas donnés. Mais enfin, voilà. Ils ont commencé à me poser des questions. Et à un moment donné, c'était beaucoup. Hein. Parce qu'avant, tu passes en off, tu sais. Ah, il n'y a pas que la vidéo qu'on trouve sur Internet? Il n'y a pas que la vidéo, c'est en off. Ok. Tu as des sénateurs, ils te viennent, tu as même des sénateurs de LR, là. Ouais, c'est Laurent Durin, je crois. Ouais, il y en a blanc, pas blanc, mal, là, ouais. les costauds, Ouais. celui-là, Ouais. putain, ouais, enfin. Il me demande pour l'argent. Comment on fait pour laver l'argent? Oui, ça, je l'ai vu, ouais. Mais moi, je ne peux pas dire comment on fait pour laver l'argent. Si je dis ça, je traverse la rue, je me fais tuer. Mais ils sont fous, ces gens. Bon, ce que j'ai fait, il y a prescription. C'est fait. Je l'ai payé en plus. Je ne peux pas payer 2 fois. Ça va, je peux le dire. Mais je ne peux pas dire comment on lave l'argent. Moi, tu me donnes 2 ou 3 millions d'euros aujourd'hui. J'arriverai à les laver, mais je ne te dirai pas comment. Je ne peux pas te le dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est là qu'ils m'ont énervé. J'ai dit, vous vous moquez des Italiens à la fin, tu sais. Mais les Italiens, là, j'ai dit, que vous vous moquez d'eux. Prima Linea, extrême droite, mort. Brigade rouge, extrême gauche, mort. La mafia, la Cosa Nostra, mort. La Camorra, mort. J'ai dit, ils ont tout éradiqué. Et aujourd'hui, bon, je ne vous dis pas que c'est fini, il y a le Calabré, il y a encore du banditisme en Italie. Mais ils maîtrisent. Vous ne maîtrisez plus rien, vous. Ouais. Vous êtes noyés. Crois-moi, ils ont du souci à se faire, je te le dis. Hein, parce que moi qui te parle, j'en sais des choses. Hein, je fais semblant de rien, je suis à la retraite, mais... Si on revient sur l'actualité et le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, Marseille, le banditisme d'aujourd'hui, le narcotrafic de nos jours, donc tu dis que ça existe encore, et on entend dans les on-dit à Marseille, on entend souvent dire qu'il y a un certain nombre d'établissements qui sont tenus par le milieu, et qu'il y a des descentes des groupes aujourd'hui qui gèrent le narcotrafic dans les cités à Marseille, qui viennent et qui essaient de s'emparer de ces établissements. Déjà, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, est-ce qu'on doit craindre un affrontement entre le milieu corso marseillais d'une part et le narcotrafic des cités d'autre part? Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est des fantasmes. Le milieu, le vrai milieu, l'ancien milieu qui s'est reconverti et qui a placé son argent dans des endroits qui sont inattaquables. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas L'ancien milieu, il a compris qu'il ne fallait pas prendre des établissements comme les boîtes de nuit, comme les bars. Pourquoi? Ils Parce que prennent tu es trop des visible. affaires saines ou à Dubaï, ils prennent des affaires saines, ils préfèrent gagner moins parce qu'ils ont beaucoup. Si tu as, par exemple, 50 millions d'euros, si tu te contentes de 1 million d'euros par mois, tu prends des affaires saines et tu ne te casses pas la tête, tu es vieux, tu es tranquille, voilà. C'était avant, quand tu avais 35, 40, 45 ans, tu prenais une boîte de nuit parce que tu n'avais qu'1 million d'euros. Alors tu te disais, j'en veux 5, il n'y a qu'une boîte de nuit pour me rapporter. Et là, tu risques d'avoir des problèmes avec le nouveau banditisme. Mais ça n'existe pas. C'est entre eux qu'ils ont des problèmes. Ce n'est pas avec le milieu traditionnel, le grand banditisme.
que je connais moi, il est d'extrême droite. Ah ouais? Ça n'existe pas. Un voyou de mon époque, il est d'extrême droite. À part moi, que je suis fada, je suis à gauche. Hein. C'est pas ma faute, hein. J'arrive pas. J'arriverai jamais à toi. Voilà. D'ailleurs, ils me le disent assez. Hein. Et ils se moquent même de moi, des fois. Des amis d'enfance me disent, mais comment tu peux être de gauche? Je suis de gauche, c'est pas ma faute. J'arrive pas. Voilà, j'arrive pas vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de mon quartier. Voilà. Donc, tous les établissements aujourd'hui, tu citais la partie du port côté mairie, etc. Mais tous les établissements de nuit aujourd'hui, les restos qui marchent bien, etc., ça n'existe pas. Tous les on dit derrière tout ça. Non, ils sont racketés, mais ils sont racketés par le nouveau banditisme. Ils sont pas racketés. Voilà. Ils sont pas racketés par les voyous d'avant. Le nouveau banditisme, il arrive, il raquette, voilà. Ils disent au patron. C'est une forme de raquette, mais qui est gentille, quoi. Voilà, ils font une bagarre et après ils disent voilà, on te donne les sous et on est associés. Le patron, il est tranquille et voilà, ça se passe bien, quoi. Mais le milieu traditionnel, le vrai milieu, les gens que je connais moi, que j'ai grandi avec, et jamais de la vie, ils mettent les pieds dans une boîte de nuit. Moi, j'ai vu le Belge, il avait le Mai Tai. D'ailleurs, j'ai même prêté des sous pour le prendre à Bandol. Voilà, il est venu me rendre les sous, il m'a dit je me languis de le vendre. Après, il a pris les deux garçons à Aix, les 2G là, au cours Mirabeau. Pareil, il m'a dit oh là là, je vais le vendre. Non, c'est fini ça. C'était avant, quand on n'avait pas d'argent, on rentrait dans les affaires pour faire de l'argent. Mais une fois que tu as fait de l'argent, tu veux pas de soucis, tu peux pas faire la guerre avec les racailles, là, les mecs, il faut en tuer 30 et faire les exemples, couper la tête et la mettre dans le hall du meuble. Tu dis voilà, non, c'est trop compliqué, c'est fatigant, tu vois. Dans les dernières interviews que j'ai vues de toi, Milou, tu parles tu t'es exprimé sur Médic et Sassy et ce qui s'est passé. Ouais. On a presque le sentiment que, je dirais pas que tu as peur, mais que cette nouvelle forme de banditisme, c'est pas du tout ce que tu as vécu, ça te terrorise parce que beaucoup plus violent, parce que beaucoup plus, de manière générale, beaucoup plus violent, c'est ça, c'est le terme. C'est le cas? Tu as mis le doigt sur quelque chose de vrai. Peur, j'ai peur. Ah ouais? Ouais, j'ai peur. On peut le dire, ouais. J'ai peur de leur... J'ai peur de leur bêtise, j'ai peur de leur manque de discernement, j'ai peur d'un mot qui serait mal traduit. Par exemple, si on me demande, ce jeune qui est mort, là, ce Médic et Sassy, pauvre malheureux, là, ce que je pense, je vais dire ce que je pense. Et je vais dire, pour moi, c'est pas une affaire de banditisme, c'est pas les voyous qui se tuent entre eux, ça. Ça, c'est un truc gratuit, c'est un truc, tu m'as regardé de travers, ou alors tu as dit des choses qu'il fallait pas dire, c'est même peut-être un meurtre de voisinage. C'est pas un règlement de compte comme toi tu les connais, ouais. Non, non, c'est pas... Ça peut pas être un règlement de compte. Je vais te dire pourquoi. Parce que ça casse le business. Si moi, demain, j'ai un réseau et que je tue un innocent, et qu'il y a une marche blanche, le réseau, je perds une semaine de business, moi, ou 10 jours. Pendant 10 jours, il y a 200 CRS autour de ma tour, là, autour d'un immeuble, et je ne peux plus vendre ma marchandise. Je fais quelque chose de gratuit, et c'est gratuit, ça, c'est pas... Un voyou, il ne fait pas ça. Un voyou, il pense à l'argent, au business. Il tue un autre voyou, la police... Elle sait qui c'est. Les 3 quarts du temps, les flics qui savent qui a tué qui. Hein. Bon, mais ça passe bien. Il n'y a pas de marche blanche, il n'y a pas de journalisme, il n'y a pas de débat avec... il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, quoi. Il n'y a pas la femme, le frère qui parle, tout ça. Voilà, ça casse le business. Voilà. On va arriver à la fin de cette interview, Milou. Tu dis, dans Fil conducteur, je l'ai lu dans ton livre aussi, tu dis je suis né voyou, et je resterai voyou, j'ai toujours été un voyou, et j'ai pas de regret aujourd'hui. Tu n'as aucun regret sur tout ce que tu as fait dans toute ta vie? Non seulement j'ai aucun regret, mais si demain je nais... Tu referais pareil? Je referais pareil, et j'essaierai de faire moins d'erreurs pour faire moins de prison, et moins d'embrouilles avec quelques individus qui... Je me tromperai moins sur
sur le plan psychologique avec certains individus avec qui j'ai eu des problèmes. C'est-à-dire que j'aurai une expérience beaucoup plus établie, beaucoup plus sur les années. Voilà. Mais je ferai toujours le voyou. Je ne peux pas faire autre chose que le voyou. Je ne peux pas, moi, avoir un voleur et lui courir après. Et si la police, elle me dit par où il est parti, bon, s'il est parti à l'est, je dis il est parti à l'ouest. Mais c'est dans ma nature, c'est dans mon ADN, c'est comme ça. Je ne peux pas avoir un type qui s'est évadé de prison. Si c'est un type, attention, là il y a le distinguo. Là. Si c'est un type qui est de mon milieu, qui a été là pour donner à manger à sa famille, qui a été volé pour donner à manger à sa famille, je ne peux pas je suis obligé de le recueillir. Oui. Je le recueille. Donc je suis né voyou, je mourrai voyou. Et puis c'est pas maintenant que je vais changer quand même. Non. Voilà. Milou, dernière question. J'ai pour habitude de demander, est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander pour la prochaine émission, une invitation, quelqu'un qu'on pourrait inviter qui serait sympa, ici, à ta place? Vous, ce qui vous intéresse, c'est les voyous? C'est Marseille. Ah, aussi les voyous un peu, hein, parce que ça fait partie de Marseille, mais c'est Marseille surtout. Ben, écoute, je vais réfléchir. Tu me dis? Je te le dis, je te téléphone. Je vais réfléchir, je te téléphonerai. J'ai quelqu'un, mais j'ai quelqu'un. Donc tu as quelqu'un en tête? Oui. Ah, génial. Mais il ne sait pas s'exprimer. Ah. Bon, tu as vu, c'est pas compliqué avec moi. Ça va vite, hein. Ça va. Je te raconte la personne. Alors, ce mec, il s'appelle... Bon, c'est mon ami d'enfance. Ouais. Bon, c'est un violent, hein, je te le dis de suite. Hein. Il a fait 41 ans de prison, Ok. dont 25 ans en Italie. Et il était en Italie, il faisait des braquages, bon, des braquages sanglants même. Il y a eu même avec Renato Valanzasca, tout ça et tout, à Milan, à Gênes, bon, à Turin, mais pas à Gênes, à Turin. Il est descendu à Rome, il a vu des gens que je connais, il s'est recommandé, et il a fait les kidnappings. D'ailleurs, moi j'ai fait 3 mois de prison par rapport à ça. Kidnapping, j'ai jamais kidnappé personne, mais comme j'étais dans l'entourage de ces gens, bon, après, bon, j'étais à San Vittor, à Milan, et ils ont vu que j'étais innocent, ils m'ont libéré. Mais enfin, et donc, ce mec, il faisait les kidnappings, il en a fait 4, et le dernier qu'il a fait, il a levé la femme d'un producteur de cinéma, la fille, elle s'appelle Giovanna Amati. La famille, ils avaient 300 salles de cinéma en Italie. Et cette fille, bon, c'était lui qui était chargé de la garder, parce que ça se passe comme ça, tu enlèves, il y en a qui... Et lui, il était chargé de la garder, il l'avait mis dans un placard, exprès conçu pour ça, que si elle crie, on ne l'entend pas. Bon. Et il fallait la laver, la fille, parce que quand tu gardes 3 mois un saucisson, il faut le laver. Et elle, c'est une dure, c'est une mariole. C'était la seule femme qui était pilote de Formule 1 dans le monde. Jamais on n'a vu des femmes pilotes de Formule 1. Elle était avec Nike Lauda. C'était un couple, elle et Nike Lauda, qu'elle avait brûlé. Et elle le traitait de tout, à mon ami. Elle disait, mais t'es pas un homme, tu me laves, je suis à poil, et même tu fais rien avec moi et tout. Et si, et là. Tu te rends compte? Et lui, ce con, là, mon ami. Et c'est Fada, si c'est moi, peut dire ce qu'elle veut, j'ai dit, que l'argent qui compte. Et il a chuté, il a couché avec elle pendant le kidnapping. Pas sa captivité, ouais. Et un jour, arrivé ce qu'il arrive, il la libère, il touche les sous, le père se suicide, le père d'elle. Il se suicide, je crois qu'il s'est envoyé dans le métro, je sais pas quoi. Bon. Parce qu'il a fait 3 mois de prison, le père. Parce qu'en Italie, si tu payes la rançon, tu vas en prison. Celui qui paye la rançon, c'est interdit de payer la rançon. Tu aides les voyous, là. Parce qu'il y en avait tellement de kidnappings qu'ils ont dit, celui qui paye va en prison. Et le père, malgré qu'il soit milliardaire, tout ça, il a fait 3 mois. Quand il est sorti, il s'est suicidé. Finalement, ils touchent, je crois qu'ils ont touché 1,5 milliard de lire, tu vois, l'équipe. Ils ont arrêté tout le monde, sauf lui, la police. Lui, il est arrivé à s'arracher. Marseillais de chez Marseillais, il a sauté, je sais. Voilà. Et donc, ce mec, mon ami, il était amoureux d'elle. Et elle lui téléphonait, ils se téléphonaient tous les deux. Le téléphone était chez Bran, hein, tu vois, c'était... Voilà. Première entrevue, ils se voient. Il arrive à s'arracher. Il s'arrache. Deuxième entrevue, Fontaine lui dit Trevi, là. Allez, crac, crac, marron.
Ils l'ont pendu par les pieds, ils l'ont massacré. Ils y ont tout fait. Hein. Voilà. Et maintenant, il est moitié gaga. Enfin, pas gaga, mais moitié... voilà. Lui, si je dis de venir, il vient. Ouais, fais-le venir. Il va te raconter son histoire. Ouais, vas-y, ça peut être bien. Alors moi, lui, j'étais en Sicile, avec les gens comme il faut, hein, pas ça, là. les gens, on est entre gens qu'on peut se parler, voilà. Et on mangeait, il y avait des carabiniers, on était une table de 30 ou 40. Il y avait le parrain, le zio, Don Gerlando. Et Don Gerlando, il m'adorait à moi. Ah, Emilio. Il y a un Marseillais, là, regarde à la télévision, là, qui passe au tribunal, tout ça et tout. Je regarde et je vois mon ami. Alors, je le vois, je dis, fammi vere, fais voir. Ah, j'ai dit, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Comment vous ne connaissez pas tous entre vous? Parce qu'ils se connaissent tous, tu vois, Sicilo, ouais. C'est comme les Marseillais. Ouais. Tu vois? Je dis, non, je connais. J'ai dit, tu rigoles, il a fait la faute suprême, là. Bon, voilà. Allez, tu nous le ramèneras, avec plaisir, on rigolera. Tu veux le voir? Ouais. Je viendrai avec lui, parce que je le booste un peu, là. Voilà. Allez, si tu veux, Milou. Je le masterise, là, voilà. Merci, Milou, merci encore, et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission.